Bon début de semaine en ce jour férié, lundi de Pâques, et un grand bonjour à Adrien Gindre que l'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui ? Bonjour à tous, un historien, essayiste, auteur, on va le voir, et spécialiste des religions en ce lundi de Pâques, ça compte. Bonjour Jean-François Colessimo. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes également, on le cite souvent, l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe, aux éditions Albin Michel. On va parler religion dans un instant, on va parler Ukraine pour commencer. D'abord la situation sur le terrain, à Bakhmout, toujours sur le front Est. La ville est contrôlée aux 3/4 par les Russes, c'est une progression très lente. Les Britanniques estiment malgré tout qu'il y a un nouvel élan depuis quelques jours. Le fait est que même si la ville tombe entièrement aux mains des Russes, on sait déjà que ce sera une victoire avec des pertes colossales. Est-ce que l'armée russe peut être dupe de ça ? Est-ce que la population russe peut être dupe de ça ? Est-ce que ça peut réellement être vu comme une victoire russe in fine ? Vous savez, on parle souvent de Bakhmout comme d'un Verdun. Moi, je pense que la bonne image, c'est Stalingrad, n'est-ce pas ? Et là, on est dans le mythe russe, et dans les mythes russes qui sont suremployés, surinstrumentalisés par Vladimir Poutine. Donc c'est une espèce de bataille qui ressemble à Armageddon, la bataille finale, l'affrontement du bien et du mal. Les informations que j'ai eues hier soir, c'est que Prigojine, qui est le patron de la milice Wagner, de cette milice terrible, redoutable, mais qui effectivement existe aussi en quelque sorte pour aller au sacrifice, n'est-ce pas ? Eh bien, Prigojine a relancé une grande campagne de recrutement. Il offre aujourd'hui 2700 € par mois, une assurance vie, un matériel complet à ses futurs enrôlés pour aller se battre où ? Pour aller se battre en Ukraine. Pour aller se battre où en Ukraine ? Pour aller se battre à Bakhmout. Poutine a besoin d'une victoire, et vous savez très bien que Poutine ne compte pas les vies humaines. Donc de ce point de vue-là, Bakhmout est devenu véritablement une sorte de lieu charnière, de lieu symbolique. La Russie doit prendre Bakhmout. Quand vous faisiez le parallèle avec Stalingrad, qu'est-ce que ça représente dans l'imaginaire russe, Stalingrad ? Un immense sacrifice. Il y a eu à peu près 600 000 morts, on pense, à Stalingrad. C'est-à-dire le fait de tenir. Alors évidemment, à Bakhmout, c'est plutôt le fait de se saisir, de prendre. Mais bon, comme la Russie, de toute façon, la Russie de Vladimir Poutine considère que l'Ukraine n'existe pas, c'est une sorte de restitution mentalement. Mais ça veut dire que les Russes sont capables, et c'est ce sur quoi joue Poutine, de verser leur sang de manière quasiment infinie. Toujours cette idée de sacrifice, vraiment, c'est Voilà, ça qu'on et qui retrouve. correspond à cette angoisse aussi existentielle que Poutine manipule. Le monde entier est contre nous et veut notre mort, donc allons à la mort. Alors il y a quand même, malgré tout, chez les Russes, une capacité, par certains aspects, à se laisser déstabiliser. J'entends par là des appels qu'on retentit côté russe de la frontière, par exemple autour de Belgorod, où on demande à la population de se préparer en cas d'évacuation. La crainte, bien sûr, c'est la contre-offensive ukrainienne et ce que pourraient être ses conséquences. Il y a aussi ces soldats russes qui appellent la ligne téléphonique mise en place par les Ukrainiens pour vous dire aux soldats russes, si vous voulez déserter, on vous accueillera bien volontiers, on vous fera cet accueil. Cette contre-offensive ukrainienne, elle n'a pas encore commencé sur le plan militaire, mais elle a quand même des effets psychologiques d'ores et déjà. Ça veut dire que les Russes ne sont quand même pas totalement imperméables au message qu'envoient les Ukrainiens. Mais bien sûr, mais pas simplement ça. Il n'y a pas 160 millions de Poutine en Russie, n'est-ce pas ? On a affaire véritablement à un pouvoir qui a des moyens de propagande démesurés, qui tient les Russes dans l'ignorance des réalités. Mais malgré tout, je dirais que la vérité triomphe, n'est-ce pas ? Rappelez-vous quand même que c'est aussi de Russie, dans l'ancienne URSS, qu'est venu ce message de Solzhenitsyn, briser, cesser avec le mensonge. La Russie, c'est les deux, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas simplement dire que la Russie, c'est Poutine. Il y a tous ces gens. Alors évidemment, on ne les voit pas protester. On dit, ils ne protestent pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, descendre dans la rue en Russie, c'est partir tout de suite en colonie Mais donc pénitentiaire. vous ne croyez pas à l'idée que la population russe, pas, au moins par patriotisme, pas par poutinisme, mais au moins par patriotisme, soit derrière son président ? Je crois qu'il y a aujourd'hui un mouvement, on en a déjà parlé, les femmes de soldats, principalement. Je crois que les intellectuels, les artistes, les journalistes, eux, tous ceux qui avaient une conscience, sont soit en prison, soit en exil, ils ont fui. Oui. Mais il y a beaucoup de aujourd'hui, départs. je crois aussi,
dans le cercle du pouvoir, il commence à y avoir, je pense aussi, de sérieux doutes sur le prix de cette guerre. Non pas que dans ce cercle du pouvoir, on soit très loin de la représentation que Poutine se fait du monde, mais en attendant, on voit que ça ne marche pas. Il y a un enjeu qui va être bien sûr essentiel au-delà de Bakhmout, c'est celui de la Crimée. On le répète souvent, mais ça revient aussi souvent dans les discours. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'a redit encore ce week-end. Il redit « Le monde entier doit savoir une chose, le respect et l'ordre feront leur retour au sein des relations internationales seulement lorsque le drapeau ukrainien fera son retour en Crimée ». À qui dit-il cela au fond? Est-ce que c'est pour solidifier le soutien de sa population, intimider les Russes, ou c'est un message aux Occidentaux dont ils s'interrogent de leur position? Vous avez raison, c'est tout ça à la fois. En fait, à la semaine précédente, il y avait eu en quelque sorte des fuites selon lesquelles finalement l'Ukraine arrêterait sa contre-offensive pile devant la Crimée. Pourquoi? Parce qu'on le voit aujourd'hui, non seulement les Russes sont en train de verrouiller le front de Crimée, mais qui plus est... Avec des tranchées, des champs de mines, des dents de dragon. Énorme, voilà, énorme. C'est la guerre de Corée, n'est-ce pas? C'est en 1950 qui a marqué le début de la guerre froide. Donc là, on a un front qui est en train de se verrouiller, et derrière ce front, il y a des missiles russes, n'est-ce pas? Donc on sait très bien que la perte de la Crimée pour Poutine équivaudrait véritablement, peut-être, voire certainement, au risque de frappe d'armes de destruction massive, pas forcément nucléaire d'ailleurs. Donc par rapport à ça, on a entendu, il y a eu des fuites du gouvernement ukrainien disant nous sommes prêts à discuter le sort de la Crimée. Il y a eu Lula, le président du Brésil, qui a dit bon, en fait, allez, on laisse aux Russes la Crimée, puis se retire du reste. Peut-être discutera-t-on de la Crimée. Volodymyr Zelensky ne peut pas non plus tout vouloir. Ce sont les mots du président brésilien. Absolument. Donc Zelensky répond oui, nous voulons tout, parce que sans quoi il perd son élan de mobilisation. Or, vous savez qu'il y a un tabou dans cette guerre. Nous parlons évidemment toujours, et à raison, des pertes russes qui sont phénoménales. Mais vous-même, moi-même, avons-nous une idée des pertes ukrainiennes? Non, absolument pas. Évidemment, il y a beaucoup de mystères des deux côtés. C'est un secret militaire, évidemment. Il ne faut pas désespérer les Ukrainiens. Mais certainement, ces pertes aussi sont très les importantes. Ukrainiens aussi sont prêts à ces pertes s'il s'agit de sauver la Crimée, parce que la Crimée est aussi pour eux un enjeu symbolique. On parlait de Bakhmout tout à l'heure, il y a aussi le symbole de la Crimée, il y a l'histoire de la Crimée. Mais l'histoire de la Crimée, vous savez... raison à l'autre. Alors là, vous savez combien je suis derrière les Ukrainiens avec eux, mais l'histoire de la Crimée, quand même, il ne faut pas réviser l'histoire. Vous faites partie de ceux qui disent attention à ne pas... à ne pas trop quand même repeindre l'histoire. Vous voyez, ça serait pas rendre service, finalement, à l'avenir de la paix, n'est-ce pas? La Crimée, elle a été byzantine, elle a été tatare, mongole, elle a été turque, et puis elle a été russe. Au cours de toute cette histoire-là, l'Ukraine n'existait pas en tant que puissance. Voilà. Il y a aussi un enjeu pour les Russes, on parlait des pertes, il y a aussi l'enjeu de recrutement. Alors on entre là dans une nouvelle phase qui est la phase de conscription, ça veut dire que jusqu'au 15 juillet, il y a près de 150 000 hommes qui vont être appelés, convoqués sous les drapeaux en Russie. Il y a aussi des mesures qui sont prises par le pouvoir russe, par la Douma par exemple, qui d'ores et déjà a dit les conscrits vont pouvoir aller, y compris en territoire ukrainien occupé. Puis il y a ces volontés de rendre le paquet plus attractif, dire si vous êtes volontaire, on peut vous exonérer de responsabilité pénale pour des délits de petite et moyenne gravité. Il y a la volonté de dépenser des millions de roubles pour améliorer aussi l'image de l'armée. Il y a les sanctions qui sont prises, les menaces en tout cas depuis le mois de mars contre ceux qui viendraient à discréditer l'armée ou les conscrits. Bref, tout ça pour dire une chose, la Russie essaie de rendre son armée plus attractive sans pour autant opérer une nouvelle vague de mobilisation partielle comme on l'avait vu au début de l'automne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le pouvoir russe redoute que cet éventuel appel à la mobilisation se solde par un échec? Il est évident que quand vous décrétez une seconde mobilisation après celle massive qui a été faite, c'est que vous déclarez implicitement que le roi est nu, n'est-ce pas? Et puis, en plus, vous distillez, en quelque sorte, la vérité sur la réalité, sur l'état de la guerre, auprès des populations qui, le reste du temps, sont intoxiquées par les médias d'État, les seuls qui restent actifs. Donc, de ce point de vue-là, une deuxième mobilisation. La première, déjà, avait été très discutée au Kremlin, sur l'opportunité politique qu'elle représentait véritablement.
Et elle a suscité des départs de Russie. Vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qui ont fui. Et on a vu Bien des sûr. départs de certains hommes à l'occasion de cette vague de mobilisation. Et tous les jeunes gens qui ne voulaient pas aller mourir en Ukraine pour complaire M. Poutine, n'est-ce pas? Bon, ça c'est clair. Mais en attendant aussi, je dirais, ne pensons pas qu'il n'y ait pas une montée aux extrêmes aussi dans l'opinion russe, en raison même non seulement de cette propagande, mais du fait que la véritable clé de la guerre, tout le monde l'a compris, c'est le départ de Poutine et de ceux qui sont autour de lui, évidemment, puisqu'il n'est jamais que le masque, quand même, d'un véritable clan mafieux. Or, cette option-là, finalement, les Américains l'évoquent de temps en temps, mais très rarement, et les Européens, pas du tout. Bah, pas du tout, oui. C'est pourtant la clé, la solution finale de la guerre. Parce que tant que Poutine sera au pouvoir, il n'y aura pas véritablement de paix. Mais ça veut dire que, à vos yeux, ça ne sert à rien de parler à Poutine aujourd'hui. Le président français, Emmanuel Macron, qui était en Chine, on va en parler la semaine dernière, à l'occasion de son retour, s'est confié à des journalistes, Catherine Gentil pour LCI, nos confrères des Échos, et il dit « Je pourrais reparler avec Vladimir Poutine s'il y a des progrès dans les négociations avec l'AIEA sur le nucléaire. » Mais il envisage encore cette possibilité de parler à Poutine. Oui, c'est vain? parce que ça, c'est la vie de la diplomatie entre les États. Je ne pense pas que le président de la République ait aucune illusion sur Vladimir Poutine à l'heure qu'il est, ou qu'il n'en ait jamais eu d'ailleurs. Donc il faut continuer Mais- à tenter de lui parler, même s'il n'est pas in fine, lui, la solution. Oui, mais vous savez aussi qu'Emmanuel Macron dit bien que pour l'instant, l'heure n'est pas aux négociations. Absolument. Voilà. Mais un jour, il y aura peut-être des négociations. Qui dit négociation dit aussi que finalement, les deux options maximalistes qui sont de chaque côté, à Moscou et à Kiev, ne pourront pas triompher. Négociation, ça veut dire une forme de compromis. Avec des concessions. Avec Des des deux côtés. concessions, ce qui est toujours préjudiciable finalement pour la vérité, mais qui est tout de même avantageux pour la paix. Or, combien de temps encore ce conflit, qui est un conflit mondialisé, peut-il durer? Vous disiez à l'instant, le président français rappelle que le temps n'est pas aux négociations. Mais il dit quand même si on les prépare, et même s'il faut planter les jalons. Alors, on n'est pas dans le secret des discussions entre chacun, mais comment est-ce qu'on peut, en ce moment, à la fois assurer le soutien militaire et en même temps préparer des négociations, planter des jalons? Par quoi ça passe? Quelles sont les graines aujourd'hui qu'on peut utilement semer? Parce que il y a tout de même, au plus haut niveau des états-majors militaires et au niveau aussi de la direction des services secrets, il y a vraisemblablement encore tout de même des canaux de communication, ne serait-ce que pour éviter le pire. Ne serait-ce que pour éviter Quel type de canaux, vous voulez dire? Je pense que les patrons militaires français et les patrons des services français connaissent bien leurs homologues russes. Je pense que c'est vrai aussi pour les Allemands, c'est vrai aussi évidemment pour les Américains. Je pense que le dialogue à ce niveau-là n'est pas totalement clos, fermé, absent, parce que sinon les risques sont trop Et quand importants vous dites éviter le pire, d'un dérapage. éviter le pire, c'est-à-dire? Éviter le pire, c'est aller véritablement vers, je dirais, une généralisation en Europe du conflit. Et un étalement. Alors il y a aussi, je le disais, la volonté d'impliquer d'autres acteurs. Emmanuel Macron, donc en Chine, n'y allait pas pour parler uniquement d'Ukraine, mais ça a été l'occasion de parler d'Ukraine. Et il le dit d'ailleurs à nos confrères des Échos, c'est le but de ce dialogue avec la Chine, consolider des approches communes. C'est un sujet, là encore, sur lequel le président Emmanuel Macron est en partie isolé. Il n'y a pas un soutien unanime des Occidentaux et des Européens pour dire Bien sûr. il faut impliquer Xi Jinping dans ce processus. Est-ce qu'à vos yeux, la Chine peut être un allié de l'Occident et peut-être une solution, une issue, un médiateur pour régler ce conflit? Vous savez, notre politique étrangère, la française, elle a une particularité, c'est qu'elle joue parfois l'isolement. Vous savez. Solo, oui. Bon, c'est la fameuse affaire de François Ier qui s'allie avec Soliman le Magnifique, n'est-ce pas, l'Empire ottoman, et puis c'est une bronca dans toutes les nations chrétiennes d'Europe, oui. Mais ces nations chrétiennes, à ce moment-là, n'offraient rien à la France, et il fallait régler la paix en Méditerranée. Donc Emmanuel Macron est le François Ier d'aujourd'hui. Non, je dis pas ça, je dis que doctrinalement... Avoir une voix singulière. Son entretien dans les Échos, doctrinalement, c'est ça la France. La France, c'est pas d'être effectivement vassal. La France n'est pas vassale de l'Amérique. La France
n'est pas le 51e ou le 50e État des États-Unis. Nous avons la frappe nucléaire, nous sommes présents sur toutes les mers du monde, nous sommes présents dans le Pacifique, nous sommes le seul pays d'Europe à être présent dans le Pacifique, n'est-ce pas? Donc vous félicitez qu'il y ait cette voix singulière de la France, quitte Bien à être sûr. parfois isolée. Mais isolé par qui? Par qui? Par la Pologne et les pays baltes qui sont entrés dans l'Europe pour pouvoir entrer dans l'OTAN et qui rêvent aujourd'hui d'une espèce de croisade contre la Russie au risque de plonger toute l'Europe dans une guerre de 30 ans. Isolé par rapport à qui? À l'Allemagne qui a fait le choix de réarmer américain. Non, je crois qu'il y a un véritable enjeu, on l'a vu. Nous étions, si vous me passez l'expression, nus face d'un coup à l'offensive russe. Évidemment, heureusement que les Américains sont là, ce sont nos alliés. Mais, enfin, alliés, l'alliance, c'est pas la docilité, c'est pas la servilité. Et puis, ils ont leurs intérêts. Et puis, ils nous présentent la note, au passage, n'est-ce pas? Absolument. Et ils nous présentent la note. Énergétique, elle est salée, n'est-ce pas? Donc, on a l'impression qu'on vit un second Donc plan nous voilà Marshall. un peu moins nus aujourd'hui, si je vous comprends bien, de par le fait qu'il y a une volonté d'autonomie. Je voudrais qu'on en vienne aussi aux autres voix. Il n'y a pas que celle du président français. Dans un tout autre style, ce week-end, il y avait à nouveau la voix du pape. C'était Oui. l'occasion de Pâques. Il s'est exprimé devant presque 100 000 fidèles qui étaient rassemblés place Saint-Pierre au Vatican. Avec cette expression sur laquelle je voudrais vous entendre, il a appelé à répandre la lumière de Pâques sur le peuple russe. Que faut-il comprendre? Au-delà des mots, au-delà du rôle du pape, est-ce que ce mot de Pâques peut être entendu côté russe? Sachant que le pape, Oui, donc- disons-le, n'est pas la figure attendue tutélaire des Russes. Pas du tout. Vous savez qu'aucun pape ne s'est jamais rendu à Moscou et que ça a été une grande affaire après la chute du mur et que c'était tout à fait impossible parce que l'Église russe se nourrit aussi d'une certaine hostilité dans sa construction mentale face à l'Église catholique qu'elle voit en fait un peu comme une Église un peu cannibale, n'est-ce pas? Donc il y a très peu de catholiques en Russie, ils sont extrêmement marginaux. Et on sait que malheureusement, l'orthodoxie russe est sous la coupe du patriarche Kirill, qui lui est l'allié de Poutine et qui véritablement déshonore, je dirais, son rang en bénissant la guerre, en faisant une croisade, une guerre sainte, etc. Qui est même un allié, pour le coup, lui, très politique, pas simplement Donc, religieux. voilà. Alors évidemment, Pâques, c'est la grande fête de l'orthodoxie. Ce sera dimanche prochain. Oui, parce que rappelons, peut-être pour ceux qui ne sont pas experts, que Pâques n'est pas célébré au même moment par chacun des croyants. Il y avait la Pâques catholique hier, et il y a la Pâques orthodoxe le 16 avril. Voilà, absolument. Et donc, par rapport à ça, évidemment, la joie pascale, il faut avoir connu une fois une Pâques orthodoxe dans sa vie, parce que c'est un tourbillon de lumière, de joie, de chants, de cris, d'encens. Mais C'est véritablement la joie de la résurrection. Cette joie de la résurrection, comment elle pourrait être vécue aujourd'hui en Ukraine et en Russie? Là, c'est la difficulté, d'où cette remarque du pape, certainement. Mais c'est aussi, Jean-François Colissimo, y compris en Ukraine, y compris dans l'Église orthodoxe, un sujet de conflit. Il y a quelques semaines à peine, quelques jours même, les Ukrainiens ont dit dehors l'Église orthodoxe sous coupe russe de Kiev, d'Ukraine, l'Ordre des Grottes, qui est le monastère orthodoxe le plus emblématique de Kiev. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette religion, elle est aussi au sein même de l'Église orthodoxe une arme de guerre. Absolument. Alors, c'est pas formidable, évidemment, que de décréter des lois d'exclusion à l'égard des croyants, parce que ça heurte véritablement, je dirais, notre conception de la liberté de conscience et de choix. Mais il n'empêche que là, c'est la guerre. Et il n'empêche qu'on ne parle pas, évidemment, des fidèles qui restent fidèles, des croyants qui restent fidèles à Moscou, en Ukraine. On parle des hiérarques. Ces hiérarques font clairement le choix de rester inféodés à un pouvoir spirituel, à un pouvoir politique qui est anti-ukrainien. Qui plus est, nous savons que fort malheureusement, le FSB, qui est le descendant du KGB, a infiltré aussi cette hiérarchie, n'est-ce pas? Donc, ne confondons pas. Aujourd'hui, on entend le patriarche Kirill de Moscou, qui est tout de même le plus grand négateur de la liberté de conscience qui puisse être. D'un coup, agiter le fait que ça serait une atteinte aux libertés fondamentales. Mais cette atteinte aux libertés fondamentales, qu'est-ce qu'elle pèse face à l'agression qu'il bénit
de toute l'Ukraine. Quand Volodymyr Zelensky prend cette décision, avec son administration bien sûr, de vouloir expulser les moines orthodoxes soumis à la Russie, Oui, les moscovites. voilà, est-ce qu'il le fait de votre point de vue parce qu'il y a cette soumission à la Russie à ses yeux, ou est-ce qu'il y a aussi une lutte contre l'Église, une volonté peut-être de séculariser, voire de reprendre lui-même un contrôle, une main sur une Église ukrainienne? Très exactement, vous savez que l'Ukraine, enfin le baptême des Slaves orientaux, y compris les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens et les autres, c'est le patriarcat de Constantinople, c'est-à-dire l'autre Rome, c'est-à-dire la capitale de l'Empire romain d'Orient, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, mais c'était à l'époque parfaitement chrétien, Sainte-Sophie. C'est elle qui baptise Kiev, n'est-ce pas? Constantinople a donné en 2019, parce que c'est elle qui est à l'origine du baptême de Kiev et de Moscou et de Minsk, elle a donné son indépendance ecclésiastique à l'Ukraine en 2019 de manière assez prophétique. Puisque vous voyez bien que l'enjeu est là aujourd'hui. 7 Ukrainiens sur 10 sont orthodoxes. Alors oui, vous avez en même temps, parce que c'est ça l'Est de l'Europe, mais ça vaut pas que pour les orthodoxes, ça vaut pour les catholiques, ça vaut pour la Pologne. Ici, à l'Ouest, on a eu des États-nations. Là-bas, ce sont des églises-nations. Et donc, en même temps que l'Ukraine affirme comme jamais sa vocation de nation solidaire par-delà toutes les différences, eh bien, elle affirme aussi son Église indépendante. Les deux vont ensemble, et lorsque Zelensky réclame la lore des grottes de Kiev, c'est un peu à la fois, je dirais, le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame, vous voyez, de l'orthodoxie en Ukraine. C'est le centre, c'est le moment fondateur. Et lorsqu'il dit, au fond, ceux qui servent une puissance étrangère n'ont rien à y faire, parce que nous sommes désormais entre Ukrainiens. Lui-même, juif, a une épouse orthodoxe. Ses enfants sont baptisés orthodoxes. C'est ça l'Ukraine, n'est-ce pas? Alors oui, vous avez ce phénomène que nous avons peut-être du mal à comprendre parce qu'on l'a vécu il y a quelques siècles, Oui. qui est à la fois la construction d'une nation et la construction d'une église. Ce qui fait que les deux, on le voit, sont encore imbriqués dans ce pays-là, où la sécularisation est très différente de celle que l'on connaît en France. Merci beaucoup, Jean-François Merci à vous. Colosimo, d'avoir été là ce matin.